Le froid n'était pas une simple absence de chaleur. C'était une entité prédatrice, une présence liquide et insidieuse qui s'infiltrait par les innombrables fissures de leur abri de fortune. Pour Elian, chaque aube était une résurrection douloureuse, une lente émergence d'une torpeur glacée qui menaçait chaque nuit de devenir permanente. Il sentait le froid s'enrouler autour de ses os, une étreinte patiente et méthodique qui semblait vouloir drainer la dernière étincelle de vie de sa moelle. Son monde était un catalogue de textures hostiles. La rugosité de la couverture militaire élimée, si fine qu'elle semblait tissée de givre et de désespoir, offrait une protection plus psychologique que réelle contre la morsure de l'air. Le béton nu du pont autoroutier abandonné, sous lequel il nichait, était une plaque de glace géante, volant sans relâche la chaleur de son corps avec une avidité minérale. Son monde était un catalogue de textures hostiles. Les parois de carton et de tôle ondulées, récupérées au fil de mois de pillage silencieux, sointaient une humidité perpétuelle, exhalant une odeur aigre de décomposition et de terre mouillée. À ses côtés, Kael, un chien bâtard au pelage épais et emmêlé, tremblait dans son sommeil, ses pattes tressautant au gré de rêves de chasse ou de fuite. Le chien était son unique fournaise, une source de chaleur vivante et vibrante contre laquelle il se blottissait, mêlant son souffle au sien dans les nuages de vapeur qui étaient la seule preuve visible de leur existence commune. La faim était une autre présence constante, une douleur sourde et creuse dans son estomac qui dictait le rythme de leur journée. Ce n'était plus une sensation aiguë, mais un état d'être, un bourdonnement de fond qui colorait chaque pensée, chaque mouvement. Le monde extérieur, visible à travers une déchirure dans la tôle, n'était qu'une variation infinie de gris. Le gris du ciel bas et lourd, le gris des piliers de béton tachés de pluie, le gris de la végétation rabougrie qui s'accrochait obstinément à la vie sur les talus. Le silence n'était rompu que par le gémissement du vent dans les armatures métalliques du pont, une complainte sans fin qui parlait d'isolement et d'immensité, et par le grondement lointain et intermittent des camions sur l'autoroute encore en service, un rappel d'un autre monde, un monde de chaleur, de nourriture et de mouvement dont il était irrémédiablement exclu. Il fermait les yeux et essayait de se souvenir, non pas d'un visage ou d'un lieu, mais de la sensation de la satiété, du poids d'un estomac plein, de la douce somnolence qui suit un repas chaud. Ces souvenirs étaient des fantômes dangereux, des éclats de verre qui rendaient le présent encore plus coupant. La survie n'était plus une lutte, c'était une habitude, une série de gestes mécaniques exécutés sans espoir ni désespoir, une simple persistance. Il était une petite flamme têtue vacillant dans un courant d'air glacial, et Kael était le gardien silencieux de cette flamme, son corps une barrière fragile contre le vent qui menaçait de l'éteindre à chaque instant. La quête quotidienne était un rituel immuable, une procession silencieuse à travers les limbes. Chaque matin, alors que la lumière blafarde de l'aube suffisait à peine à distinguer les formes, Elian et Kael quittaient la sécurité relative de leur nid de béton et de rouille. Leur territoire de chasse n'était pas une forêt giboyeuse ou une rivière poissonneuse, mais une zone de friche industrielle, un cimetière de progrès où la nature et la décrépitude menaient une guerre d'usure. Ils se déplaçaient avec une économie de mouvement dictée par la faim et le froid, longeant les clôtures de grillage éventrés, traversant des terrains vagues jonchés de débris et de mauvaises herbes gelées. Elian ne cherchait pas de la nourriture, la faune avait déserté ces lieux depuis longtemps, et les quelques baies qui poussaient étaient suspectes, leur couleur trop vive une mise en garde que même son estomac criant de faim avait appris à respecter. Leur butin était plus humble, mais tout aussi vital. Des fragments de bâches en plastique pour colmater les fuites du toit, des palets de bois brisés pour alimenter le petit brasero qui leur offrait quelques heures d'une chaleur fumante et précaire, des morceaux de polystyrène qui servaient d'isolant, des chiffons, des journaux, n'importe quoi qui pouvait ajouter une couche, même infime, entre leur peau et le froid mordant. Chaque pas était un calcul. Le sol gelé craquait sous ses bottes usées, dont les semelles décollées laissaient parfois entrer une humidité glaciale qui lui mordait les orteils. L'air, vif comme une lame de rasoir, brûlait ses poumons et faisait pleurer ses yeux, les larmes gelant presque instantanément sur ses joues. Kael marchait légèrement en avant, le nez au sol, non pas à la recherche d'une piste, mais d'une odeur intéressante, d'un objet inhabituel.
Le chien était une extension des sens d'Élian, ses oreilles pivotant au moindre bruit suspect, son corps se figeant pour signaler la présence lointaine d'une voiture ou, plus rarement, d'une silhouette humaine, ce qui déclenchait toujours une retraite immédiate dans l'ombre d'un bâtiment en ruine. L'isolement était total, absolu. Ils étaient des fantômes dans un règne de débris, invisibles pour le monde qui se hâtait sur l'autoroute voisine. Parfois, Élian se demandait s'il existait encore vraiment, si lui et Kaël n'étaient pas simplement des souvenirs piégés dans ce paysage de désolation. La seule chose qu'il ramenait à la réalité était la douleur physique, le froid, la faim et le poids rassurant de Kaël marchant à ses côtés, une présence solide et indéfectible dans un univers qui se dissolvait en grisaille et en indifférence. La relation entre le garçon et le chien transcendait le simple lien entre un maître et son animal. C'était une symbiose silencieuse, une communion d'âmes solitaires forgée dans l'adversité la plus pure. Kaël était bien plus qu'un compagnon ou une source de chaleur. Il était la boussole émotionnelle des liens, son ancre dans une réalité qui menaçait constamment de le faire sombrer dans l'abîme de l'apathie. Dans les moments les plus sombres, lorsque le froid semblait avoir gelé non seulement son corps, mais aussi sa volonté, lorsque la faim devenait une torture si intense qu'elle effaçait toute pensée cohérente, c'était Kaël qui le ramenait à la surface. Il n'y avait pas de mots, jamais. Juste un contact. Un coup de museau humide et froid contre sa main inerte. Le poids de la tête du chien sur ses genoux. Un léchage doux sur sa joue, salé par des larmes qu'il ne se souvenait pas avoir versées. Ces gestes simples étaient plus puissants que n'importe quel discours d'encouragement. Il disait « Je suis là, nous sommes ensemble ». Élian se souvenait d'un après-midi particulièrement brutal, où une pluie glaciale s'était transformée en grésille, les trempant jusqu'aux os et anéantissant toute chance de trouver du bois sec pour le feu. Le désespoir l'avait submergé, une vague noire et lourde. Il s'était assis au milieu d'un entrepôt désaffecté, le dos contre un mur de briques suintantes, et avait simplement abandonné. Il avait fermé les yeux, prêt à laisser le froid faire son œuvre. C'est alors que Kaël, au lieu de se coucher et de trembler à ses côtés, s'était mis à aboyer. Pas un aboiement de peur ou d'agressivité, mais un son court, exigeant, presque agacé. Quand Élian n'avait pas réagi, le chien avait attrapé la manche de son anorak déchiré et avait tiré, grognant doucement, le regardant avec une intensité qui avait percé le brouillard de son apathie. Dans ses yeux bruns et intelligents, il n'y avait pas de pitié, mais une attente. L'attente qu'il se lève, qu'il continue, qu'il soit le leader que Kaël savait qu'il était. Et il s'était levé, pour le chien. Il partageait avec lui les rares trouvailles comestibles, se privant souvent pour s'assurer que Kaël ait sa part, même si ce n'était qu'un morceau de pain rassis ou les restes d'un repas jeté. Le soir, dans leur abri, il passait de longues minutes à enlever les ronces et les boules de boue séchées du pelage du chien, un acte de tendresse qui était aussi un acte de défiance contre le chaos et la saleté qui les entourait. Kaël n'était pas son animal de compagnie, il était sa responsabilité, son but, le battement de cœur qui lui rappelait que le sien devait continuer à battre. Leur routine de survie, si monotone et prévisible, fut brisée par une anomalie, une dissonance dans la symphonie grise de leur existence. C'était un jour où le froid était particulièrement pénétrant, l'air si immobile et dense qu'il semblait amplifier chaque son. Ils exploraient un secteur qu'ils évitaient d'habitude, une zone de marais asséchés bordant une vieille ligne de chemin de fer désaffectée, un endroit où la boue gelée rendait la marche difficile et dangereuse. Le silence était presque total, brisé uniquement par le craquement de leurs pas sur la végétation cassante. C'est Kaël que le perçut en premier. Le chien s'arrêta net, le corps tendu comme une corde, les oreilles dressées et pivotant lentement. Un grognement bas et incertain vibra dans sa poitrine, un son qu'Élian n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas le grognement d'avertissement qu'il réservait aux menaces connues, mais une expression de pure perplexité. Élian s'immobilisa à son tour, tendant l'oreille, retenant son souffle. Au début, il n'entendit rien, puis il le perçut. Un son, faible, presque subliminal, mais indéniable. Ce n'était pas le bruit du vent, ni celui d'un animal ou d'une machine. C'était un bourdonnement grave et mélodieux, une note unique, pure et continue, qui semblait émaner non pas d'un point précis, mais du sol lui-même. La vibration était si basse qu'il la sentait plus qu'il ne l'entendait, une pulsation qui résonnait dans la plante de ses pieds et remontait le long de sa colonne vertébrale. C'était un son étrangement apaisant et profondément troublant à la fois. L'instinct, affûté par des années de précarité, lui hurlait de fuir, de retourner sur un terrain connu, de ne pas s'écarter du chemin de la survie.
L'inconnu était synonyme de danger. Mais une autre force, plus ancienne et plus profonde, le clouait sur place, la curiosité. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti autre chose que le froid, la faim et la peur? Ce son était une couleur dans son monde monochrome, une question dans un univers de certitude brutale. Que devrais-je faire? La question tourna dans son esprit, silencieuse et pressante. Il regarda Kaël. Le chien n'avait pas bougé, son regard fixé sur un bouquet de roseaux plus dense que les autres, à une 50aine de mètres de là, d'où le son semblait provenir avec le plus d'intensité. La peur luttait dans ses yeux avec une curiosité tout aussi puissante. Il jeta un regard interrogateur à Élian, attendant une décision. Le son continuait, une invitation énigmatique, une promesse de mystère dans un monde qui n'offrait plus que la désolation. Lentement, presque contre sa propre volonté, sentant le regard de Kaël sur lui, Élian fit un premier pas prudent sur la terre craquelée, s'avançant vers la source de cette vibration impossible. Incertain s'il marchait vers une découverte qui pourrait changer sa vie, ou vers le dernier piège que ce monde hostile lui tendait. La chaleur était une impossibilité, une hérésie dans le dogme du froid qui régissait son univers. Julien s'arrêta, le cœur battant une cadence erratique contre ses côtes. Le sol sous ses pieds nus, habituellement une plaque de glace qui aspirait la vie, était ici tiède. Pas simplement moins froid, mais activement, incroyablement tiède. C'était une sensation si étrange, si profondément anormale qu'il recula d'un pas, la méfiance l'emportant sur le soulagement. Le vent glacial continuait de mordre ses oreilles et ses joues, mais cette petite parcelle de terre semblait protégée par une barrière invisible, un miracle thermique au milieu de la désolation. La curiosité, cette impulsion dangereuse qu'il s'efforçait d'étouffer depuis des mois, refit surface avec une force irrésistible. Il s'agenouilla lentement, ignorant la protestation de ses articulations gelées. Ses mains, bleues et tremblantes, planaient au-dessus de la touffe d'herbes sèches et grises d'où émanait cette douce radiation. Il pouvait la sentir sur ses paumes, une caresse fantomatique, une promesse de confort si intense qu'elle en était presque douloureuse. Avec une hésitation qui confinait à la révérence, il écarta les brins d'herbe. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux suspendit sa respiration dans sa poitrine. Dans un nid de mousse d'un vert vibrant, un vert qui n'avait pas sa place dans ce monde de bruns et de gris, reposaient 3 formes ovoïdes. Des œufs, mais ils ne ressemblaient à aucun œuf qu'il ait jamais vu ou imaginé. Ils étaient grands, chacun de la taille de ses 2 poings serrés, et leur surface était une merveille d'iridescence. Lisse et parfaite comme de la nacre polie, la coquille captait la lumière blafarde du ciel et la transformait, la réfractant en un kaléidoscope mouvant de bleu profond, de violets spectraux et d'éclats argentés. Il semblait contenir une galaxie miniature. Il tendit un doigt, s'attendant à sentir la froideur de la pierre, mais le contact fut un choc. Ils étaient chauds, d'une chaleur vivante et pulsante, comme la peau d'un animal endormi. Et il y avait plus, une vibration. Subtil mais indéniable, un bourdonnement grave et rythmé qui parcourait la coquille, remontait le long de son doigt et semblait se synchroniser avec son propre pouls. C'était le battement de cœur d'un mystère, la preuve tangible d'une vie inconnue et puissante. La peur, pure et primale, le saisit à la gorge. Qu'est-ce qui pouvait pondre de telles choses ? Son esprit, conditionné à identifier les menaces, se remplit d'images de créatures aux griffes acérées et aux yeux perçants, la mère de ces prodiges revenant défendre sa couvée. L'instinct hurlait de fuir, de s'effacer, d'oublier cette anomalie et de retourner à la certitude brutale de sa survie. Mais ses membres refusaient d'obéir. La chaleur le retenait captif, un chant de sirène pour son corps frigorifié, une invitation à un confort qu'il ne pensait plus jamais ressentir. Il resta là, pétrifié, le vent hurlant autour de lui, un garçon gelé à genoux devant un feu impossible, pris au piège entre la terreur de l'inconnu et le désir le plus fondamental de son être. La fascination luttait contre la terreur dans le champ de bataille de son esprit. Chaque seconde passée à genoux devant ce nid était une seconde de trop, une invitation au désastre. La créature qui avait produit ces joyaux vivants ne pouvait être ordinaire. Elle devait être puissante, probablement prédatrice, et son retour était une certitude statistique dans un monde régi par des lois impitoyables. Pourtant, il ne parvenait pas à détacher son regard. Il se pencha plus près, l'odeur de la mousse étrangement vivante emplissant ses narines, une odeur de terre riche et de pluie de printemps, un parfum d'un autre temps, d'une autre saison.
La lumière qui semblait émaner de l'intérieur des œufs n'était pas un simple reflet, elle pulsait en tandem avec la vibration, s'intensifiant légèrement à chaque battement, comme si une petite étoile était emprisonnée dans chaque coquille. Que devrais-je faire ? La question n'était pas une pensée articulée, mais une angoisse silencieuse qui tordait ses entrailles. La logique de la survie était simple et brutale, s'enfuir. Ces œufs n'étaient pas une ressource, ils étaient un appât. Mais une autre logique, plus ancienne, plus désespérée, commençait à se faire entendre. La chaleur. Cette chaleur pouvait faire la différence entre la vie et la mort durant la nuit qui approchait. Il pouvait les prendre, les ramener à son abri, les utiliser comme des pierres chaudes miraculeuses. L'idée était à la fois géniale et suicidaire. Les transporter signifiait s'approprier le bien d'une créature inconnue, se peindre une cible sur le dos. Et s'ils éclosaient, qu'est-ce que sortirait de ces coquilles d'un autre monde ? Son imagination, longtemps atrophiée par le besoin constant de se concentrer sur le présent immédiat, s'enflamma de possibilités monstrueuses. Mais l'alternative était de les laisser là et de retourner à son nid de carton humide, de frissonner dans l'obscurité en attendant une aube qui n'apporterait aucun soulagement. C'était choisir une mort lente et certaine contre la possibilité d'une mort rapide et violente. Le ciel au-dessus de lui s'assombrissait, les nuages bas et lourds se rassemblant en une masse menaçante à l'horizon. Le vent changeait, sa complainte devenant plus grave, plus agressive. Une tempête se préparait, une de celles qui pouvaient tuer. S'il restait ici à débattre, le froid le prendrait avant même que la créature ne revienne. Le dilemme était absolu. Il regarda ses mains, la peau gercée et presque translucide sur les jointures. Il sentit la faim, cette douleur sourde et familière. Il sentit la solitude, ce vide encore plus grand. Ces œufs n'étaient pas seulement de la chaleur, ils étaient une anomalie, un événement, la première chose qui brisait la monotonie grise de sa non-existence depuis une éternité. Ils étaient la preuve que le monde contenait encore des mystères, de la beauté, de la vie. Les laisser là, ce n'était pas seulement renoncer à la chaleur, c'était renoncer à cette preuve. C'était accepter que son monde soit définitivement et irrévocablement vide et froid. La décision, quand elle vint, ne fut pas le fruit d'un raisonnement, mais d'une impulsion, un réflexe du cœur qui court-circuita la froide logique de son cerveau. Alors qu'une rafale de vent particulièrement violente balayait la plaine, faisant s'incliner les herbes sèches, il vit les œufs, si solides et si chauds, mais aussi terriblement exposés. Ils étaient seuls, sans protection, à la merci des éléments et des prédateurs, tout comme lui. Une vague de compassion inattendue, une émotion qu'il croyait gelée en lui depuis longtemps, submergea sa peur. Dans leur vulnérabilité, il reconnut la sienne. Dans leur chaleur isolée, il vit un écho de sa propre petite flamme de vie luttant pour ne pas s'éteindre. Il ne pouvait pas les abandonner à la tempête imminente. C'était un acte de pure folie, un défi lancé à un univers indifférent. Mais à cet instant, cela lui semblait être la seule chose sensée à faire. Agissant avec une célérité née de l'urgence, il accomplit un sacrifice. Il retira son blouson en lambeaux, la seule barrière décente qu'il possédait contre le froid. Le choc de l'air glacial sur sa chemise fine lui coupa le souffle, une morsure instantanée et cruelle qui lui rappela la stupidité de son geste. Ignorant la protestation de son corps, il vida son sac en toile de ses maigres trouvailles du jour, quelques morceaux de bois humide et une feuille de plastique déchirée, et y déposa délicatement le blouson, le façonnant à un nid protecteur. Puis, avec une précaution infinie, ses doigts engourdis se faisant aussi doux que possible, il prit le premier œuf. Son poids le surprit, une densité substantielle qui parlait de la vie qu'il contenait. La chaleur irradiait à travers le tissu de ses gants usés, une sensation divine. La vibration semblait s'intensifier à son contact, non pas de peur, mais comme une sorte de reconnaissance. Il le déposa dans le nid improvisé, puis le second, et enfin le troisième. Ils reposaient ensemble dans le sac une constellation de chaleur et de lumière potentielle. Il referma le sac avec soin, le serra contre sa poitrine, sentant leur chaleur se diffuser à travers la toile et sa chemise, une petite fournaise portable. Se relevant, les jambes tremblantes d'adrénaline et de froid, il jeta un dernier regard au nid de mousse vide. La peur était toujours là, un nœud glacé dans son estomac, mais elle était maintenant mêlée à une nouvelle sensation, une responsabilité.
Pour la première fois depuis une éternité, il n'était plus simplement une créature qui fuit le froid. Il était devenu un gardien, le protecteur de quelque chose d'infiniment précieux et fragile. Le retour fut une épreuve de chaque instant, une course désespérée contre la nuit et la tempête. Le vent hurlait maintenant, une bête invisible qui le poussait et le griffait, tentant de lui arracher le précieux fardeau qu'il serrait contre lui. Sans son blouson, chaque rafale était une lame de glace qui le transperçait jusqu'aux os. Les premiers flocons de neige commençaient à tomber, non pas la neige douce et cotonneuse des contes, mais de petits cristaux durs et coupants qui lui cinglaient le visage. Chaque pas était un risque. Le sol gelé était inégal, truffé de trous et de pierres cachées, et une seule chute pouvait être fatale, non seulement pour lui, mais pour sa fragile cargaison. Il se courba en deux, utilisant son propre corps comme un bouclier, la tête baissée, les yeux fixés sur le sol juste devant lui. La chaleur des œufs contre sa poitrine était son unique réconfort, un point d'ancrage dans le chaos grandissant, mais c'était aussi un rappel constant de ce qu'il risquait. Il n'était plus seulement responsable de sa propre survie, il portait le poids de 3 autres vies mystérieuses. Quand il atteignit enfin la silhouette délabrée du panneau publicitaire qui lui servait d'abri, il était au bord de l'épuisement, son corps secoué de tremblements incontrôlables. Il se glissa à l'intérieur de l'espace exigu, le soulagement d'être à l'abri du vent ne durant qu'un instant. L'intérieur était presque aussi froid que l'extérieur, et l'obscurité était presque totale. Travaillant avec une urgence fébrile, guidé par le toucher, il prépara un nid dans le coin le plus reculé et le plus protégé de son refuge. Il y amassa tous les chiffons qu'il possédait, créant une couche isolante sur le béton glacial. Puis, avec une révérence de prêtre accomplissant un rite sacré, il transféra les œufs du sac au nouveau nid. Ils s'y installèrent, leur douce lumière iridescente projetant des ombres dansantes et étranges sur les murs de carton, transformant sa misérable cachette en un sanctuaire. La lueur semblait plus vive maintenant, comme si elle répondait à la fureur croissante de la tempête. Julien s'effondra à côté d'eux, à bout de force. Le froid, qu'il avait tenu à distance par le mouvement et l'adrénaline, l'envahit avec une violence redoublée. Il pouvait voir son souffle, une épaisse vapeur blanche à chaque expiration. Son corps réclamait de la chaleur, n'importe quelle chaleur. Son regard tomba sur son unique couverture, fine et élimée, posée à côté de lui. Une tentation insoutenable. Il pouvait s'enrouler dedans, essayer de survivre à la nuit. Ou il pouvait en couvrir les œufs, leur donner la meilleure chance possible. Le choix était simple, brutal et définitif. Sa survie ou la leur. Alors qu'il restait là, paralysé par la décision, le hurlement du vent à l'extérieur monta d'un cran, atteignant un crescendo de fureur pure. Et au même instant, il sentit l'un des œufs vibrer plus fort contre sa main posée près du nid, un pouls soudain et insistant, un appel silencieux qu'il ne pouvait plus ignorer. Le pouls de l'œuf contre sa main n'était pas une alarme, mais un appel désespéré. Julien sentit le froid s'infiltrer jusqu'à sa moelle, un engourdissement final qui promettait l'oubli et la paix. Son instinct de survie hurlait, une voix primale et paniquée dans son esprit. « Prends la couverture, survis, vis un jour de plus. » Une mort lente et certaine contre la leur. Que devrais-je faire? La question résonnait dans le silence de son crâne, plus forte que le hurlement du vent. Abandonner cette lueur d'un autre monde pour quelques heures de plus dans sa propre existence misérable, ou s'abandonner lui-même pour une promesse qu'il ne comprenait même pas. Son corps tremblait violemment, non plus de froid, mais de la magnitude de la décision qui lui était demandée au seuil de la mort. La réponse ne vint pas de sa raison, mais d'une impulsion plus profonde, une compassion qu'il croyait gelée depuis longtemps. Dans la lumière fragile des œufs, il ne voyait ni une menace, ni une ressource, mais un reflet de sa propre solitude désespérée, une autre forme de vie luttant pour exister contre toute attente. Avec un effort qui lui coûta ses dernières réserves d'énergie, il ne reprit pas la couverture. Au contraire, il se traîna plus près, enroulant son corps frissonnant autour du nid de chiffon. Il offrit son dos à la fureur du vent, son torse comme un dernier rempart, partageant le peu de chaleur que son corps mourant pouvait encore produire. C'était un geste absurde, un sacrifice total pour une vie inconnue. Il ferma les yeux, acceptant la fin, son dernier acte étant un don. Au moment où son sacrifice fut complet, le miracle se produisit. Une vague de chaleur intense, pure et vivifiante jaillit des œufs, non pas comme la morsure d'un feu, mais comme une source de vie liquide et bienveillante.
Elle s'infiltra en lui, chassant le froid mortel de ses veines, rallumant la flamme vacillante de son propre cœur. La lumière à l'intérieur des coquilles éclata en une lueur dorée et stable, transformant l'abri misérable en un sanctuaire baigné de chaleur. Le tremblement de Julien cessa instantanément. L'air qu'il respirait était maintenant doux et tiède. Il n'était plus en train de mourir, il était baigné dans une gratitude si puissante qu'elle était tangible. Il avait offert sa fin, et en retour on lui donnait un commencement. La tempête hurlait toujours au dehors, mais elle ne pouvait plus les atteindre. Un pacte silencieux avait été scellé dans le cœur de cette nuit glaciale. Julien n'était plus un simple gardien, il faisait partie de leur existence, et il faisait partie de la sienne, une connexion qui transcendait les mots. Alors que les premières lueurs blafardes de l'aube teintaient le ciel de gris, il sentit une nouvelle vibration, plus rapide, plus urgente, une anticipation palpable. Un son mélodieux, comme une note de cristal pur, emplit l'espace confiné. Sur la surface lisse de l'œuf le plus proche, une fine ligne de lumière apparut, non pas une fissure, mais une couture qui se défaisait. La coquille ne se brisait pas, elle s'apprêtait à s'ouvrir. Julien retint son souffle, une statue de glace au cœur d'un miracle. Les créatures, à peine plus grandes que sa main, flottaient dans l'air confiné, leur corps tissé de nébuleuses et particules d'étoiles. Elles n'avaient pas Dieu, mais ils se sentaient observés, non pas par un regard, mais par une conscience pure et ancienne. La peur primale qui l'avait saisi dans le champ était toujours là, un écho lointain, mais elle était submergée par un émerveillement si profond qu'elle était douloureuse. Il était le témoin silencieux d'une impossibilité, un secret de l'univers né dans la saleté de son refuge. L'une des créatures ondula lentement, laissant une trace de lumière argentée dans son sillage. Elle s'arrêta à quelques centimètres de son visage, et Julien ressentit une vague de chaleur non physique déferler sur lui. Ce n'était pas une pensée, ni une image, mais une émotion pure, distillée. Une gratitude si immense et si profonde qu'elle combla le vide que la solitude avait creusé en lui pendant des années. Une vrille de lumière se détacha de la créature et toucha son front. Le contact fut une bénédiction, une promesse silencieuse de communion et d'appartenance. Il n'était plus seul. Soudain, des voix d'hommes étouffées par la neige parvinrent de l'extérieur. Le craquement de bottes lourdes. Des chasseurs. La terreur familière glaça le sang de Julien. Il voulut s'aplatir, se cacher, mais les créatures réagirent avant lui. La douce lumière qu'elles émettaient s'intensifia, non pour briller, mais pour tisser une sorte de voile autour de l'abri, rendant l'air flou et irréel. Les voix passèrent à quelques mètres, indifférentes, les chiens restèrent muets. Ils étaient là, mais invisibles, protégés dans une bulle de silence et de lumière, un sanctuaire tissé de gratitude. La menace s'éloigna, ignorant le miracle qu'elle avait frôlé. Lorsque les bruits de pas s'évanouirent, la lumière redevint un doux halo. Julien expira, un souffle qu'il ne savait pas retenir. Il comprit. Son sacrifice ne lui avait pas seulement sauvé la vie, il lui avait offert un sanctuaire. Les trois êtres de lumière se blottirent contre lui, partageant leur chaleur sans réserve, un cercle de confiance et de vie nouvelle au cœur de l'hiver. Le monde extérieur était toujours aussi hostile, mais il n'avait plus d'emprise sur lui. L'aube qui se levait à travers les fentes du carton n'était plus la promesse d'un autre jour de survie, mais le premier souffle d'une existence partagée. Les premiers rayons de l'aube se frayèrent un chemin à travers les fentes du carton, éclairant un abri désormais vide. La couverture élimée, les chiffons, les vestiges de sa vie de survie gisaient là, dépouillés de leur sens. Julien se tenait à l'extérieur, le froid du matin ne l'atteignant plus. Les trois êtres de lumière flottaient doucement autour de lui, leur chaleur un bouclier invisible. Kael, son chien, se tenait à ses côtés, non plus tremblant, mais avec une quiétude nouvelle, le regard fixé non pas sur Julien, mais sur la direction indiquée par une douce pulsation lumineuse des créatures. Le passé était une coquille vide, et devant eux, un chemin invisible s'ouvrait, une invitation silencieuse à quitter l'ombre pour de bon. Il fit un premier pas, puis un autre, s'éloignant du seul foyer qu'il ait connu depuis des mois. Il ne regarda pas en arrière. La faim et le froid, ces tyrans de son existence passée, n'étaient plus que des souvenirs lointains, des fantômes sans pouvoir. Les créatures lumineuses se déplaçaient avec lui, une constellation personnelle qui transformait le paysage désolé. L'herbe gelée semblait moins hostile sous ses pieds, l'air glacial moins mordant.
Kael trottait à ses côtés, la queue légèrement relevée, non plus en quête de reste, mais comme un compagnon de voyage, un membre à part entière de cette improbable procession. Ils ne fuyaient pas, ils avançaient, vers quelque chose, guidés par une promesse sans mots. Son rôle avait changé. Il n'était plus une victime luttant pour un jour de plus, mais un gardien. Sa mission n'était plus de trouver des débris pour colmater les brèches, mais de veiller sur ce miracle vivant. En retour, le miracle veillait sur lui. Quand ils approchaient d'un terrain dangereux, un enchevêtrement de ronces ou une plaque de glace instable, la lumière des êtres s'intensifiait, leur indiquant un passage plus sûr. La connexion était une symbiose parfaite, un échange constant de protection et de confiance. Pour la première fois, Julien ne se sentait pas seul contre le monde, mais comme une partie essentielle d'un tout plus grand, un maillon dans une chaîne de compassion qui défiait la logique brutale de l'hiver. Ils atteignirent une crête au lever du soleil, dominant la plaine grise qu'ils laissaient derrière eux. Devant, l'horizon s'embrasait de couleurs qu'il avait oubliées. Ils ne savaient pas où ce chemin le mènerait, quelle merveille ou quel péril l'attendait. Mais pour la première fois, l'inconnu n'était pas une menace à craindre, mais un horizon de possibilités à accueillir. Il posa une main sur la fourrure épaisse de Kael, sentant la chaleur partagée des créatures autour de lui. Son voyage ne faisait que commencer. Non plus comme une fuite devant la mort, mais comme une marche vers une vie dont le but venait de lui être révélé dans le cœur du froid.